Bonjour à tous et soyez les bienvenus en gare de Vierzon. C'est à la seconde près que nous avons reçu de l'agent du poste K face à nous l'autorisation de mouvement. Le carré violet 250 en sortie de faisceau est ouvert au feu blanc. Il nous dirige vers une voie principale et nous impose d'observer la marche à vue. Le complexe ferroviaire de Vierzon comporte de nombreux postes d'aiguillage, 6 au total, ce qui rend la circulation difficile. La gare fait l'objet de lourds travaux en vue de l'installation d'un poste unique de type PAI, poste d'aiguillage informatisé, à l'horizon 2028. Le carré violet 255 est ouvert à voie libre. À son franchissement, nous serons libérés de la marche à vue et nous pourrons circuler à 30 km/h, vitesse imposée par ce TIV 30 accompagné d'une pancarte Z. À droite, c'est maintenant le poste 5 qui commande notre sortie de la gare vers le sud. Datant de 1949, il est de type EMU, électromécanique unifié. En rejoignant la voie 1, ce TIV 100 accompagné d'une pancarte Z nous permettra à son dégagement par le dernier véhicule de notre train de circuler à la vitesse de 100 km/h. Le TIV 110 de type B ne nous concerne pas. Il est destiné aux trains autorisés à dépasser la vitesse de 140 km/h. Aussi appelé tunnel de la Porte aux Bœufs, nous pénétrons dans le tunnel de Vierzon, long de 222 mètres. Croisement avec cet AGC, assurant un TER en provenance d'Argenton-sur-Creuse. Ce signal, annulé par une croix de Saint-André, témoigne des travaux du futur poste d'aiguillage en cours. Immédiatement derrière, TIDD à droite qui nous donne la direction de Châteauroux. Le TIDD est le tableau indicateur de direction à distance. S'il avait été dirigé à gauche, nous aurions pris la direction de Bourges et Saint-Quaise.
Peu visible, ce TIV mobile mécanique est ouvert. En position de fermeture, il nous aurait présenté un TIV 120 pour la direction de Bourges. Passage sur un des premiers bras de Lièvre, une rivière de 81 km qui prend sa source à proximité de Bourges. Après le passage sur le canal du Berry, à droite, l'embranchement particulier desservant une plateforme multimodale, d'où partent des trains de combinés à destination du Havre. TIV de rappel ouvert sur le signal C23, nous sommes bien dirigés vers Châteauroux. Protégé par le poste 6 de Vierzon-Forges qui donne son nom à cette bifurcation, à gauche, les voies en direction de Bourges et Saint-Quaise. Passage sur le viaduc du Cher, long de 93 mètres. Il donne son nom au département dans lequel nous nous trouvons, dont Vierzon, notre point de départ, est une des sous-préfectures. Maintenant que nous sommes sortis du complexe vierzonais, prenons quelques instants pour parler de notre train du jour. Il s'agit d'une rame de wagons trémies-vides, effectuant une liaison hebdomadaire entre les carrières Iméris de Tédirac, dans le Lot où ils sont chargés de sable. Ils remontent ensuite vers Issoire dans le Puy-de-Dôme pour approvisionner une usine de béton. Avec une masse remorquée de 360 tonnes pour 17 wagons, nous n'aurons pas de difficultés particulières pour affronter le profil qui s'annonce plutôt sévère dans quelques kilomètres. Mais nous y reviendrons.
Nous circulons sur la section de ligne reliant les Aubrais-Orléans à Montaubanville-Bourbon, axe majeur de la ligne POLT, Paris-Toulouse. L'itinéraire au départ de Vierzon a été ouvert en juin 1856. Son électrification en 1500 vols continus est intervenue en 1935, permettant au Capitole, à partir de 1967, de relier Paris à Toulouse en 6 heures, grâce à une vitesse maximale de 200 km/h. Il existe 2 sections de lignes parcourables à 200 sur l'itinéraire, Étampes, les Aubrais et les Aubrais-Vierzon. La section Vierzon-Châteauroux que nous parcourons maintenant serait propice à un relèvement de la vitesse pour passer de 160 à 200 km/h. Cependant, le gain de temps estimé de l'ordre de 10 minutes sur un trajet Paris-Limoges n'a encore jamais suffi pour justifier le financement des travaux, notamment de suppression des passages à niveau. Kilomètre 214, nous franchissons l'Arnon, un cours d'eau de 150 km qui prend sa source dans la Creuse pour se jeter dans le Cher à Vierzon. Kilomètre 216, avec une minute de retard, passage dans l'ancienne gare de Chéry-Lurie, fermée en 1980. À droite, la sous-station électrique de Musset. Juste avant ce passage à niveau, nous quittons le département du Cher pour entrer dans l'Indre.
Kilomètre 220,3, gare de Reuilly. Kilomètre 225,3, ancienne gare de Diou. Passage sur la rivière la Théole, un petit affluent de l'Arnon long de 42 km qui serpente entre le Cher et l'Indre.
Kilomètre 229, à gauche, la sous-station électrique de la Geneuvraie. Kilomètre 230,1, gare de Sainte-Lisaigne. À l'entrée d'Issoudun, passage le long d'une ITE, installation terminale embranchée, céréalière dont l'accès se fait en refoulant. Le petit locotracteur de manœuvre permet aux clients d'effectuer seul le chargement des trains. Situé au cœur de la Champagne-Berrichonne, Issoudun est un hub agricole majeur qui compte de nombreux silos reliés à notre voie ferrée pour l'exportation des céréales par train. À gauche, servant aujourd'hui de faisceau pour les dessertes fret, se tenait l'ancienne ligne reliant Issoudun à Saint-Florent-sur-Cher. Équipée de double voie et longue de 23 km, elle a été fermée en 1933 au trafic voyageurs et en 1972 pour les marchandises. Ce tableau est éteint, et heureusement, s'il avait été allumé, il nous aurait indiqué la présence de givre sur la caténaire. Pour le conducteur, cela aurait nécessité la montée du second pantographe pour permettre de racler le givre et améliorer le captage du courant.
Kilomètre 237, gare d'Issoudun. À droite, nous longeons la malterie franco-suisse Borte-Malte, de la plus grande coopérative agricole française, Axéréal. Chaque année, 200 000 tonnes d'orge issues de la Champagne berrichonne sont transformées en malt, principalement destinées à la production de bière, en France et à l'international. À droite, la sous-station électrique de Villemont. On compte approximativement une sous-station tous les 10 à 15 km. Elles sont alimentées en 90 000 volts alternatifs par le réseau haute tension RTE. Elles convertissent alors ce courant en 1500 volts continus pour l'alimentation des caténaires.
Kilomètre 249,2, gare de Neuvy-Payou. À droite, l'embranchement vers un site militaire, la 12e base de soutien matériel de l'armée de terre qui assure l'entretien lourd et la régénération des véhicules terrestres. À gauche, la sous-station électrique de la Lande. Kilomètre 255,6, fermé au trafic voyageurs mais disposant d'un embranchement particulier toujours actif, passage dans l'ancienne gare de Montier-Chaume.
À gauche, la voie en provenance de la zone industrielle de la Martinerie, toujours en service pour desservir un silo. À droite, en revanche, l'embranchement vers la zone de la malterie est fermé. La voie de 3,5 km se prolonge jusqu'à l'aéroport de Châteauroux-Centre, situé sur la commune de Déols. Axé sur le fret aérien et la maintenance, il possède une des plus longues pistes d'Europe, à savoir 3500 mètres. Franchissement de l'Indre au kilomètre 261, rivière de 279 km et affluent majeur de la Loire, elle prend sa source dans le Cher. Si le rappel de ralentissement 60 avait été présenté sur ce signal, nous aurions été dirigés sur la voie d'évitement précédant la gare de Châteauroux. À gauche se raccorde l'ancienne ligne en provenance de Montluçon via la Châtre, fermée depuis les années 70. Un court tronçon vers Ardentes a été rouvert au début des années 2000 pour une desserte marchandise, mais elle s'est arrêtée en 2004. Kilomètre 264, gare de Châteauroux. À quai, un TER omnibus en provenance de Limoges. À droite, l'ancienne ligne en direction de Joué-les-Tours et au-delà, vers Tours, dont le trafic voyageurs s'est arrêté en 1977. La section Châteauroux-Buzançais est toujours ouverte au trafic fret, dont l'exploitation se fait en VUTR, voie unique à trafic restreint. À gauche, la sous-station électrique du Madron.
Kilomètre 270, passage sous l'autoroute A20. D'une longueur de 470 km, elle relie Vierzon à Montauban, avec un tracé presque parallèle à notre voie ferrée. Kilomètre 276,3, gare de Luant.
Kilomètre 281,2, gare de Lothier. À gauche, la sous-station du même nom. Assuré en BB 22 200 au lieu d'une traditionnelle 26 000, croisement avec le train Corail Intercité 3654 en provenance de Brive-la-Gaillarde. TIV 150 de type B qui annonce une réduction de vitesse au livret de ligne pour les trains autorisés à dépasser 140 km/h. Cette pancarte, kilomètre 285, marque le début de la section de ligne limitée à 150. Ce signal est répété en cabine et nécessite un geste d'acquittement de la part du conducteur. Dans notre cas, aucune action supplémentaire n'est attendue puisque nous circulons déjà à la vitesse limite de 100 km/h. TIV d'exécution. La vitesse est limitée suite à des travaux dans le tunnel des Roches en approche. Construit à la fin du XIXe siècle, ce tunnel, aussi appelé tunnel de Chabenay, fut l'objet d'un important déraillement en 1972. Un train de voyageurs reliant Toulouse à Paris, remorqué par la CC 6525, a heurté des plaques de contreplaqué tombées d'un train de marchandises. Il a alors déraillé, heureusement sans faire de victimes.
Immédiatement à la sortie du tunnel, nous empruntons le viaduc de la Bouzanne, également appelé viaduc de Chabenay, d'une longueur de 244 mètres. Voici maintenant la gare de Chabenay. Nouveau TIV d'exécution 100. Placé en bout de quai, il permet au conducteur de ne pas oublier cette limitation temporaire de vitesse après avoir desservi la gare. Tableau blanc de reprise qui marque la fin de la zone de travaux. À droite, nous apercevons les vestiges de la ligne en provenance de Port-de-Pile, dans la Vienne. Longue d'une centaine de kilomètres, serpentant dans la vallée de la Creuse, elle a perdu son trafic voyageurs en 1940 et son trafic fret en 1994. À gauche, la sous-station électrique de Saint-Marcel. Nouvelle limitation temporaire de vitesse à 80 km/h signalée par ce TIV à distance 80. Il est répété en cabine et doit être acquitté par le conducteur. En blanc, sur fond noir, implanté dans le ballast, le TIV d'exécution. Kilomètre 295,1, nous entrons en gare d'Argenton-sur-Creuse. Des travaux de réfection des quais et la mise en accessibilité par la pose d'ascenseurs justifient cette limitation temporaire de vitesse. À gauche, cet AGC est arrivé à son terminus à 18h12, après avoir réalisé un train omnibus depuis Vierzon. Le respect de l'horaire nous a permis de ne pas rencontrer de signalisation fermée. Une nouvelle fois implanté à gauche dans le ballast, le tableau blanc de reprise nous permettra de reprendre notre vitesse à son dégagement. Ici à gauche se détachait une ligne de 47 km en direction de la Châtre, qui a vu son dernier train circuler en 1952. Kilomètre 296, passage sur la Creuse par un imposant viaduc de 90 mètres. Nous
Nous attaquons maintenant un profil plus difficile avec une très longue rampe de 35 km jusqu'à Forgevieille. Argenton se situe à une altitude de 110 mètres et nous allons en gagner plus de 250 jusqu'à la souterraine. C'est l'occasion de revenir sur les travaux rencontrés en gare d'Argenton-sur-Creuse. Cette zone de travaux pourrait sembler anodine, mais son implantation respecte des règles très précises afin de ne pas porter à confusion avec la signalisation existante. C'est malheureusement ce qu'il s'est passé à la fin de l'été 85. Des travaux de remaniement des voies en gare d'Argenton-sur-Creuse modifient la vitesse limite au passage de l'établissement. Habituellement, pour les trains rapides de voyageurs, la traversée se faisait à 130 km/h. Mais cette année-là, la signalisation est modifiée et le passage sur la voie 1 se fait à 30 km/h. En plus de cela, vient se greffer une limitation temporaire de vitesse à 100 km/h juste avant l'exécution de la zone à 30. La succession d'informations ont engendré, pour le conducteur du train de nuit Paris-Portbou, la non prise en compte de la limitation permanente à 30 km/h. Cela eut pour conséquence le déraillement de 10 des 14 voitures couchettes. 2 d'entre elles engagent alors le gabarit de la voie 2, à l'instant même où déboulait le train postal Brive-Paris à 100 km/h. Cette nuit d'août 85, on dénombra 43 morts dans cette tragique collision et de nombreux blessés. Comme dans tout accident, les causes sont multiples et donnent lieu à des modifications réglementaires. De cette tragédie, l'implantation des zones de limitation temporaire de vitesse furent revues, pour éviter toute confusion. Les conducteurs, à leur prise de service, devaient noter manuellement sur leur carnet les modifications de signalisation et les zones de travaux. Dès lors, ces informations leur ont été fournies par le biais de FLH, fiches lignes hebdomadaires, qu'ils emportaient avec eux. Et enfin, le développement du KVB, contrôle de vitesse par balise, au début des années 90, est en lien direct avec les 3 catastrophes ferroviaires de l'été 85, Saint-Pierre-du-Vauvray, Flaujac et Argenton-sur-Creuse. Aujourd'hui, toutes les zones de travaux sont obligatoirement équipées de balises KVB qui empêchent tout dépassement de la vitesse limite. Une nouvelle fois,
Passage sous l'autoroute A20. À gauche, la sous-station de la Ravelle. TIV 140 de type B à l'approche d'une courbe à faible rayon en gare de Selon. Kilomètre 305,4, ancienne gare de Selon, fermée au trafic voyageurs. Pancarte R. À son dégagement, les trains autorisés peuvent remonter à la vitesse limite de la ligne, 150 km/h. C'est un AGC Nouvelle-Aquitaine en version bimode qui assure ce TER Limoges-Vierzon. Ici s'achève la partie la plus raide de cette rampe. Nous passons maintenant à un profil de 6 pour 1000, plus favorable. Ce n'est pas tant la déclivité, c'est principalement la longueur de cette rampe qui posait des problèmes aux trains de marchandises, les nuits d'automne et d'hiver.
Il n'était pas rare de traverser Argenton à 120 ou 140 km par heure et de finir péniblement à 30 en haut de la rampe. De très longues nuits, parfois appréhendées par les conducteurs qui jetaient toujours un coup d'œil à la météo locale avant de s'élancer de la région parisienne en direction de Limoges et Brive. Croisement avec cette locomotive G1206 de l'entreprise DVF remorquant un court train de travaux en provenance de Limoges. À gauche, la sous-station des Vignes. Kilomètre 316,4, gare d'Aiguzon. À 5 km à l'est de la gare, sur la Creuse, se dresse le barrage hydroélectrique d'Aiguzon. Inauguré en 1926, il a été conçu et en partie financé par la Compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans via l'Union hydroélectrique pour électrifier la ligne Paris-Toulouse en 1500 volts. À son ouverture, c'était le plus puissant barrage d'Europe. Sa retenue a donné naissance au lac d'Aiguzon, aussi appelé lac de Chambon, qui s'étend sur plus de 300 hectares.
Sur ce pont, nous changeons de département et de région. Nous quittons l'Indre, dans le centre Val-de-Loire, pour entrer dans la Creuse, en Nouvelle-Aquitaine. Kilomètre 323, gare de Saint-Sébastien. Ici à gauche, l'ancienne ligne à voie unique de 45 km en direction de Guéret. Si vous souhaitez vous rendre dans la préfecture de la Creuse, il vous faudra désormais le faire en vélo puisqu'une voie verte, appelée la ferro-verte, remplace la voie ferrée, fermée intégralement en 1952. BB 26 000 en tête du Corail Intercité 3674, assurant un V200 en provenance de Brive-la-Gaillarde. Coupure de l'attraction et passage en frein électrique en vue de notre garage sur l'évitement de Forgevieille, prévu à la fiche train.
Et comme prévu, le signal C151 nous présente le ralentissement 60. Nous sommes bien dirigés vers l'évitement. À gauche, la sous-station de Bonichot. Le profil, toujours en rampe, associé à une rame vide, nous permet de ralentir uniquement à l'aide du seul frein électrique, sans avoir besoin de passer en freinage pneumatique. Cela évite ainsi l'usure des semelles de frein des wagons. Kilomètre 330,3, ancienne gare de Forgevieille. Avertissement présenté conjointement avec le rappel de ralentissement 60. Pas de doute, nous allons bien respecter notre arrêt circulation. Chevron pointe en bas qui repère l'aiguille à franchir à 60 km/h.
Immobilisation sur la voie d'évitement où nous sommes prévus de patienter pendant 1 heure. Visite sommaire de la locomotive pour détecter une éventuelle anomalie. Pas d'arrêt pour le train Corail Intercité numéro 3655 qui file en direction de Cahors. C'est à son dégagement, une dizaine de minutes avant l'heure prévue, que s'ouvre à voie libre le carré de sortie. Les arrêts circulation sont des arrêts facultatifs. Ils sont laissés libres à la volonté du régulateur de les faire respecter, de les supprimer ou de les raccourcir comme ici. Le conducteur obéit passivement à la signalisation et circule alors avec l'avance qui en résulterait. Nouveau TIV 60 et pancarte Z, la sortie de l'évitement s'effectuera à 60 km/h. Bien que cet aiguillage en déviation soit concerné par la limitation de vitesse à 60 km/h, la pancarte R nous permettant le relèvement de la vitesse est implantée en amont de celui-ci, afin que les trains circulant sur la voie 1 ne rencontrent pas cette pancarte R qui ne les concerne pas.
TIV 145 de type B présenté sur le signal C 2001. Au droit de cette pancarte, kilomètre 341, la nouvelle vitesse limite pour les trains, comme celui que nous croisons, sera de 145 km par heure. À gauche, la sous-station de la côte. Kilomètre 342,1, gare de la Souterraine. Dépourvue d'agents circulation, la commande des installations se fait depuis la gare de Saint-Sulpice-Laurière, tout comme l'évitement de Forgevieille sur lequel nous avons été garés précédemment. En bout de quai, si le signal C 2011 avait présenté le rappel de ralentissement 60 accompagné du TECS, tableau d'entrée à contresens, nous aurions été dirigés vers la voie de contresens. En effet, la ligne est maintenant équipée d'IPCS, installation permanente de contresens, jusqu'à Limoges. Nous traversons maintenant le tunnel de la Géraphie, long de 704 mètres. Sur les parois rocheuses de part et d'autre de la voie, vous pouvez distinguer des câbles. Ce sont des filets détecteurs de chute de rochers. En cas d'éboulement, la continuité électrique de ces câbles serait rompue et déclencherait, en fonction de la situation, l'allumage d'une torche imposant l'arrêt au conducteur, ou alors la fermeture des signaux encadrants. À gauche, rapidement, vous pouvez apercevoir une torche automatique qui se déclencherait en cas de rupture d'un filet. À sa vue, le conducteur provoquerait l'arrêt d'urgence de son train.
Nous entrons à présent dans le dernier département de notre parcours, la Haute-Vienne. Limoges, sa préfecture, sera notre terminus, sous une météo plutôt insoupçonnée. Kilomètre 351,6, gare de Fromental. À gauche, la sous-station de l'Age.
Si nous étions en 1939, je vous aurais dit que cette ligne à droite était en provenance de Poitiers. De nos jours, il s'agit d'une VUTR, voie unique à trafic restreint, desservant l'usine Orano de Bessines, située à 5 km d'ici. La section Bessines, le Dora est ensuite fermée, mais toujours en activité jusqu'à Poitiers, permettant une desserte TER Limoges, le Dora Poitiers. Kilomètre 359, nous enjambons la Gartempe, une rivière de 200 km et affluent de la Loire grâce au viaduc de Rocherolles, s'élevant à une hauteur de 55 mètres. Kilomètre 362,2, gare de Bersac. Nous conservons nos 12 minutes d'avance sur la marche, mais vous allez le voir, il n'est jamais bon de circuler en avance au fret. À gauche, la sous-station de la ville sous Grange. Ralentissement 60 sur ce signal en approche. Obéissance passive et immédiate à la signalisation. Freinage pour aborder le prochain signal à 60 km/h. TIV fixe à distance 100 de forme losange. Il précède le tunnel du Combo, long de 236 mètres.
Pancarte Z pour la limitation permanente de vitesse à 100 km/h lors de la traversée de la gare de Saint-Sulpice et rappel de ralentissement 60 pour le passage en voie déviée en gare. Nous sommes dirigés vers la voie A afin d'effectuer un traditionnel dérouillage des circuits de voie. C'est ce qui arrive couramment aux trains de fret quand ils circulent en avance car la perte de temps due au passage à vitesse réduite n'impute aucun retard à la circulation. TIV fixe à distance 30. Si l'entrée sur la voie A se faisait à 60, la sortie se fera à 30. C'est une situation plutôt piégeuse, surtout dans des conditions difficiles, la nuit, où il arrive que ces TIV soient peu visibles. Kilomètre 368,1, gare de Saint-Sulpice-Laurière. Avec 4 voies à quai, la gare de Saint-Sulpice était autrefois une gare majeure, à l'embranchement de 3 lignes. La ligne principale, Paris-Toulouse, la ligne en provenance de Poitiers et celle en direction de Montluçon. Pour faire face à ce trafic, la gare abrite une rotonde pouvant recevoir une vingtaine de locomotives à vapeur et comptabilisera plus de 80 locomotives à son actif au début des années 30. 2 feux à l'indicateur de direction sur ce signal de sortie. Nous sommes bien dirigés vers Limoges. Si un seul feu avait été allumé, nous aurions pris la première direction géographique à partir de la gauche, celle de Montluçon via Guéret. Au dégagement de ce TIV 100 associé à une pancarte Z, nous pourrons reprendre notre vitesse de croisière. Long de presque 800 mètres, nous entrons à présent dans le tunnel de Saint-Sulpice, aussi appelé tunnel de Laurière. Cette pancarte R libère les trains de la zone 100 pour la traversée de la gare.
Alors que la météo s'assombrit grandement, croisement avec un train V200 en provenance de Toulouse-Matabiau. Kilomètre 375,6, gare de la Jonchère. À gauche, la sous-station de la Croix-Cadet. Nous attaquons maintenant une longue pente jusqu'à Limoges. Sur les 25 prochains kilomètres, nous allons perdre 160 mètres d'altitude. Ce profil difficile est dû à la traversée des premiers contreforts du Massif central, les monts d'Ambazac, dont le point culminant s'élève à 701 mètres au puy de Sauvagnac.
Disposant d'aiguillages pour le passage à contresens, télécommandé depuis le poste de Saint-Sulpice-Laurière, nous passons au kilomètre 383,3, la gare d'Ambazac. Passage dans les deux tunnels de Noaillat, longs respectivement de 78 et 87 mètres. Initialement, ces deux tunnels n'en formaient qu'un seul, long de 750 mètres. Cependant, l'effondrement de la galerie centrale lors de la construction a modifié les plans. Les tunnels d'extrémité ont été conservés et la ligne passe désormais dans une profonde tranchée entre les deux. Vous aurez remarqué l'absence de sifflet à l'entrée et à la sortie des tunnels. Passé 20 heures, il n'est désormais plus obligatoire de siffler, que ce soit pour les tunnels ou au croisement des trains. Implantée sur la commune de Saint-Priest-Thorion, qui possède déjà une gare sur la ligne d'Ussel, voici la gare des Bardits. À gauche, la sous-station de la Martinerie. Entre les deux fils de rail, nous passons sur un DBC, détecteur de boîte chaude.
Ce dispositif, installé régulièrement le long des voies, détecte la température des boîtes d'essieu de chaque véhicule grâce à des capteurs infrarouges. En fonction des températures relevées, une alerte peut être envoyée au poste d'aiguillage à proximité afin d'arrêter le train immédiatement ou au prochain garage pour vérifier le bien fondé de cette alerte. Les détecteurs de nouvelle génération permettent maintenant de distinguer des alarmes pour un frein serré ou pour une boîte d'essieu anormalement chaude. Ces informations sont ensuite transmises au conducteur qui appliquera des procédures différentes en fonction des cas. Kilomètre 392,7, ancienne gare du Palais. Fermée au service voyageurs depuis 2015, elle est à la jonction de la ligne à voie unique en provenance des Gurandes. Autrefois empruntée par des trains de la relation Bordeaux-Clermont-Ferrand, la ligne se limite aujourd'hui à Ussel, le tronçon Ussel-et-Gurandes étant fermé depuis 2014. La bifurcation d'Ussel est télécommandée par le postin de Limoges. Kilomètre 394,5, passage sur le viaduc du Palais. TIV 130 de type B et TIV 120 de forme losange, voici les premières réductions de vitesse à l'approche de Limoges. Si ce signal nous avait présenté le rappel de ralentissement 30, nous aurions été dirigés vers le triage. Aujourd'hui transformé en basse travaux, à droite, les premières voies du triage de Puy-en-Velay.
Nouvelle réduction de vitesse. Ici, c'est le TIV fixe à distance 80 de forme losange qui nous concerne. À droite, le poste A de Puy-Imbert. Nouvelle réduction de vitesse avec ce ralentissement 30. Cet autorail X 73 500 vient de partir de Limoges et se dirige vers Émoutier, sur la ligne du sel. Pancarte Z pour l'origine de la zone à 80 km/h. Troisième et dernière séquence de ralentissement avec ce TIV 70 qui concerne tous les trains. Mais ne nous détournons pas de notre attention. Nous sommes toujours sous le régime du ralentissement 30. À droite, le poste C. Ce signal carré concerne la voie 2. Équipée d'IPCS depuis la souterraine, elle est maintenant dite banalisée. Les signaux ne s'observent plus à droite, comme en contresens, mais à gauche. Ce souterrain permet le passage des voies en provenance du triage, qui permettent d'éviter un cisaillement des voies principales. Ce wagon-soc chasse-neige type Nevers, du nom de l'atelier où il a été équipé, attend une future mission de déneigement sur cette voie en impasse. Avertissement, rappel 30 et tableau VK. Ce tableau est allumé pour informer le conducteur qu'il sera reçu voie K en gare de Limoges, et cette voie est particulière car elle ne possède pas de quai voyageur. Dans le ballast à gauche, la pancarte Z pour l'origine de la zone à 70 km/h, vitesse maximale pour les trains en voie directe en gare de Limoges. À droite, les installations de l'EMT du Limousin, en charge de l'entretien des rames régionales. EMT signifiant établissement de maintenance et de traction.
C'est donc avec un peu d'avance que nous entrons dans une des plus belles gares de France, Limoges Bénédictin, implantée à 401 km de Paris-Austerlitz. Le bâtiment voyageur actuel a été inauguré en 1929, réalisé par l'architecte Roger Gontier. 5 ans de travaux seront nécessaires pour aboutir à ce joyau architectural, composé d'un dôme de cuivre de 31 mètres, d'un campanile et de la fameuse horloge à 4 faces. Nous serons stationnés à la voie K pour une traditionnelle remise à l'heure. Une fois le départ du train 869 129, Limoges-Brive Omnibus de 20h27, nous reprendrons notre route lentement jusqu'à Uzerche, où la rame stationnera toute la nuit avant de repartir le lendemain matin jusqu'à la carrière Iméris de Tédirac-Pérille, dans le Lot implanté au kilomètre 577 de notre ligne. Les conditions de luminosité n'étant plus acceptables pour la suite du trajet, c'est donc ici, au pied du carré de sortie, que s'achève cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Et pour ne pas rester sur cette note pluvieuse, je vous propose quelques images d'archives à une époque où les grands trains de messagerie empruntaient cet itinéraire.